C'est quoi une famille? C'est quelqu'un qui a fait naître l'enfant, puis là, c'est dans la même famille. Mais il y a aussi un T-Rex. Willy, nomme-moi tout le monde qui est dans ta famille. Laurie, de François, Willy, Marcel, Plume, et aussi Michel. Et aussi Micha. Ouais, Michel, puis un genou, alors. Michel, c'est un genou, alors oui. Ouais. Et puis Naruto. Puis Naruto. Longtemps, je me suis couchée tard. Jusqu'à l'âge de 36 ans, pour être exact. Depuis toute petite, j'ai toujours été du type oiseau de nuit. Pas couché, pas couchable. Cette tendance naturelle s'est montrée plutôt pratique quand, adulte, j'ai voulu trouver ma place dans la queerness. La famille queer, je l'ai d'abord et surtout trouvée dans le nightlife. Les événements lesbo-queer, les soirées dansantes, les gender blenders et autres fêtes dans des appartements collectifs. Le jour de mes 36 ans, ça a changé. Comme cadeau d'anniversaire, j'ai mis au monde un petit humain tout neuf. D'un coup, mon accès à la vie nocturne a fondu comme peau de chagrin. Malgré mon intention initiale que la maternité ne change rien à mon mode de vie, j'ai vite constaté qu'un bébé, ça a son rythme propre qu'il faut apprendre à écouter. Avec ce nourrisson bien attaché à moi par une solide tresse de lait, d'hormones et d'amour, le centre gravitationnel de ma vie s'est rapidement déplacé. Moi qui étais toujours à papillonner entre 1000 endroits, l'envie de ne rien manquer en bandoulière, je me suis du jour au lendemain retrouvée à passer le plus clair de mon temps à la maison. Pour moi, faire famille, ça signifie faire partie d'une toile richement brodée et tissée serrée de liens affectifs, matériels, quotidiens. J'ai fait le pari qu'il était possible d'amener mon enfant dans ma vaste et complexe famille choisie plutôt que d'envisager sa naissance comme l'événement fondateur d'une nouvelle famille nucléaire. Fanny Delafrène, Faire famille hors les murs, l'agenda des femmes 2023. Ici Alexandra Turgeon Et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou Pantoute, saison 4, épisode 6, Admission générale pour le grand bal. نيلو مستك اتشمهد هنيت نجوابدن تشيخوين داغوت موك نجناني بون دابوي دوت إنوت كين دابوي دن واشكوت نددان دي هيبو كين دي إلودت. Pour le dernier épisode de la saison, on revient à nos bases, littéralement. Pour celles qui nous écoutent depuis un bout, vous savez qu'on réfléchit beaucoup. Trop, peut-être? Au lien entre d'où on vient, où on va, puis qui on est. On est deux personnes qui ont grandi en région éloignée puis qui ont changé de milieu de vie depuis. Puis on pense beaucoup à la façon dont la ruralité puis l'éloignement des grands centres a modelé notre personnalité puis nos choix de vie. On est aussi deux personnes qui ont été assignées femmes à la naissance, puis on a chacune à notre façon questionné notre identité de genre, puis notre orientation sexuelle, puis on pense souvent à la façon dont ça aussi, ça a affecté notre parcours, puis qui on est aujourd'hui. Puis on passe aussi pas ben de semaines / de journées sans revirer de tous les bords notre sentiment par rapport à nos configurations relationnelles, d'amitié, d'amour, de famille. Oui, vraiment. Puis c'est arrivé souvent aussi qu'on se sente à part, qu'on se sente pas fité, qu'on se demande pourquoi on n'est pas normal. Même si dans les critères comme normatifs de société, on n'est pas particulièrement anormal,
Ça n'en prend pas gros pour pas se sentir dans le gang, en fait. Entre autres, quand on passe pas par les mêmes étapes que les autres aux mêmes âges, tu sais, avoir une maison, des enfants, une vraie job, un premier amour, savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Comment trouver le travail de ses rêves. Ou rencontrer des hommes pour trouver l'amour. Bonjour. Vous méritez l'argent que vous réclamez, le bonheur auquel vous pensez et l'amour que vous voulez. Vous méritez tout. Et vous pouvez attirer n'importe quoi grâce à cette technique 7 puissante clés de pour manifestation. attirer facilement le succès dans 4 ta vie. clés de la Je me sens seul réussite dans ma vie selon le et roi j'aimerais pouvoir Salomon. trouver le Comment grand trouver amour. l'amour L'amour quand ne on peut sent être pas? que la cerise sur le big gâteau que vous avez. La positive attitude, du grand sourire. Vous devez avoir confiance en vous. Comme si la vie c'était une partition puis qu'il fallait tout le temps être sur le temps. Il n'y a pas moyen, on n'est pas des métronomes, si bon. Ouais, la société est comme vraiment bonne pour nous faire sentir qu'il y a un mode d'emploi pour être une personne normale qui appartient à la société, même si c'est full normal de pas tout être en même place en même temps. Oui, puis c'est tough de sentir qu'on fit pas, qu'on peut pas tout à fait être nous-mêmes à 100%, puis avoir de la misère à trouver sa place. Puis ça nous a fait nous demander comment ça qu'on a à ce point-là besoin de se sentir appartenir à quelque chose, à des groupes. À quoi ça sert ce sentiment-là? Est-ce que ça vient de base avec le fait d'être humain, humaine? Fait qu'à la place de juste demander à Wikipédia, comme c'est pas tout à fait de notre habitude, on a décidé de demander à une chercheuse en psychologie qui étudie exactement ça. Je m'appelle Maya Yampolsky et je suis professeure agrégée à l'Université Laval en psychologie interculturelle. L'appartenance est un besoin fondamental pour chaque humain. On est des êtres sociaux. On dit ça souvent. On est des êtres sociaux. On est créé pour être connecté aux autres personnes. Donc l'appartenance, c'est notre connexion avec des autres. Donc c'est important d'avoir des connexions positif qui comble nos besoins de proximité, de sécurité. Si on n'a pas ça, on se sent pas en sécurité. Dans le fond, l'appartenance, c'est en quelque sorte nos racines. En général, la littérature en psychologie reconnaît l'importance du sentiment d'appartenance pour la santé mentale puis pour le développement. Il y a plusieurs décennies de recherches empiriques qui ont montré qu'un sentiment de se sentir à sa place, de faire partie d'un groupe, d'une communauté, ça nous fait sentir en sécurité, puis c'est vraiment positif pour la santé mentale, puis c'est un facteur de motivation qui nous protège aussi de la dépression. Notre premier lien d'appartenance quand on entre dans la vie terrestre, c'est la famille. Puis pour qu'on amorce notre développement d'une manière idéale, notre famille serait là pour nous, peu importe nos choix, peu importe qui on est. Se sentir compris par notre famille dans l'enfance puis dans l'adolescence, ça donne un terreau fertile pour découvrir qui on est puis avoir confiance en nous et en nos capacités. Fourchon n'était ni une fourchette pointue, ni une cuillère toute ronde, mais un peu des deux. Il avait un papa et une maman qui le trouvaient parfait comme ça. Mais Fourchon détonnait. Dans sa cuisine, les fourchettes étaient des fourchettes et les cuillères étaient des cuillères. Les coutumes de la coutellerie étaient respectées à la lettre. Bon, bien sûr, il y avait quand même quelques rebelles, hein? Des couteaux amoureux de baguettes chinoises, des pinces qui avaient épousé des fourchettes. Mais ce genre de famille était rare. Bon, on pousse-tu la note en vous amenant à l'heure du compte avec nos familles? C'est parce que notre deuxième invitée est comme une spécialiste pour explorer tout l'éventail des identités possibles en passant par le conte puis les histoires avec les enfants. Si vous êtes aussi fan que nous, vous l'avez peut-être déjà reconnue, c'est la drag queen Barbada, personnifiée par Sébastien Potvin. On l'a rencontrée pour jaser de son rapport à l'identité, l'appartenance puis la famille. Elle nous a entre autres parlé de l'importance des chosen family dans les communautés LGBTQI2A+, où encore trop souvent des familles rejettent les jeunes au moment de leur coming out, ce qui peut mener à la création de familles choisies en s'associant à des gens qui les comprennent, ont des parcours similaires ou ont vécu les mêmes défis. C'est la recherche d'un safe space, c'est la recherche d'un endroit où tout le monde se comprend. On est passé à travers des défis, des challenges similaires et puis on se sent pas rejeté non plus. Et comme l'art de la drague est souvent au sein de la communauté LGBTQ, eh bien le principe de famille, de drague aussi est intimement relié à ça également. Public et bienvenue au Cabaret Mado!
soir, une soirée de levée de fonds très spéciale pour la délégation des Nations Unies. Préparez-vous à avoir un excellent spectacle. Vous allez vivre une très belle soirée en compagnie de nos drag queens, de nos wannabe drag queens et de votre animatrice qu'on accueille à l'instant. Voici Barbada! Souvent, notre art est méconnu quand même, à part des gens dans la communauté drague. Ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix d'avoir une famille de drague choisie pour nous aider à se développer puis nous aider à nous donner des trucs aussi qu'on peut pas vraiment nécessairement aller chercher dans d'autres formes d'art qui comprennent peut-être un peu moins l'art de la drague. Je suis mère, mais j'ai pas moi-même de mère. J'ai une fée marraine, Ivy, qui m'a un peu pris sous son aile, mais je dirais pas de façon d'une mère, plus d'une façon d'une fée marraine. Quoi qu'il en soit, j'ai moi-même, par contre, adopté des filles. La première, Peggy Sue, qui elle aussi là s'en va sur ses 15 ans, je pense, de carrière, peut-être même un peu plus. Donc, j'étais jeune quand je l'ai adoptée. Et Gabrielle, une drague de Québec qui a vraiment une carrière fabuleuse. Je pense de plus en plus aussi à l'importance de la famille choisie dans le développement de nos familles biologiques. Choisir d'avoir des enfants, même de façon biologique, ben ça se fait à l'intérieur de nos familles choisies aussi, en quelque sorte. Mm-hmm. C'est à la maison d'un couple d'amis que j'ai ramené mon premier bébé. J'habite avec une amie puis son enfant. C'est aussi des amis qui gardent le plus souvent mes enfants, puis c'est eux qui sont des figures de confiance, tu sais. La distance avec ma famille biologique, moi, est plus géographique. Là. Je peux compter sur leur soutien, même si au quotidien, ils sont pas là. Mais je pense aux gens qui ont vécu des expériences de rejet par leur famille biologique ou qui ont dû s'en éloigner pour sauver leur peau ou leur santé mentale. Ben, pour tout ce monde-là, comme pour moi d'ailleurs, la famille choisie peut devenir le berceau de la famille biologique réellement. Vraiment, autant pour les adultes que les enfants. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une recherche par Lynn Chamberlain et Sophie Doucet qui a été faite récemment sur les relations familiales des personnes qui ont des identités de genre ou des orientations sexuelles non-binaires, qui nous apprend qu'on n'a pas nécessairement besoin de passer par l'expérience d'avoir été rejeté ou de couper les liens avec notre famille d'origine pour avoir besoin d'une famille choisie. Dans leur recherche, elles ont constaté que peu importe si la relation est perçue comme bonne ou mauvaise avec leur famille d'origine, les jeunes adultes non-binaires vont avoir tendance à se former une famille choisie de toute façon qui va les comprendre puis accepter pleinement leur identité. Mettons, contrairement à leur famille d'origine qui peut juste manquer de clés de compréhension puis de référents. Fait que cette famille choisie-là va combler quelque chose qui manque dans la société puis dans les proches. Une compréhension du vécu, une histoire similaire, des références culturelles, etc. Parce que dans le fond, la plupart des humains, sinon tous les humains, on a des identités multiples. Tu sais, par exemple, on peut être blanche, lesbienne et neuroatypique, ou on peut être un homme trans-latino, une personne dont un parent est blanc, l'autre racisé. Puis toutes ces facettes identitaires-là forment la personne qu'on est, puis viennent avec des défis, puis des façons d'exister dans le monde qui sont pas les mêmes. Puis ça vient avec un bagage culturel aussi. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est sentir que toutes les facettes de notre identité sont valides. Maya Yampolsky nous explique plus en profondeur les conséquences que la discrimination, le racisme, le sexisme, etc. peuvent avoir sur le développement et la santé mentale des humains. Donc, il y a des conséquences multiples et tristes quand on vit un rejet de nos propres identités. On vit une détresse, on peut vivre la dépression, on vit aussi un manque de sécurité, un manque d'appartenance aux autres personnes et une déconnexion par rapport à nos proches puis par rapport à nos communautés. On peut vivre aussi le fait dans notre soi de croire les messages négatifs et déprimants envers nos identités. Donc, on peut vivre une intériorisation, une internalisation de ce message. On peut aussi vivre un conflit identitaire, beaucoup de stress, de compartimentation. On peut se sentir vraiment fragmenté entre les parties de nous, puis se sentir juste indésirable. Quand tu es au secondaire, quand tu es dans ta jeunesse, de déjà te sentir différent, exclu, des fois, ça peut être... C'est très challengeant parce qu'à cet âge-là, tout ce que tu veux, c'est faire partie de la gang puis sentir que tu es accepté. Bon, comme on l'a dit tantôt, la plupart des humains ont des identités multiples. Mais dépendant du contexte et de la façon dont la société accepte ou rejette certaines de ces identités-là, mais on a plusieurs façons de les gérer en nous-mêmes aussi. Puis c'est clair que quand on fait partie de plusieurs communautés ou qu'on a plusieurs couches d'identité qui s'empilent,
Ou qui s'intersectionnent? Ouais, c'est vrai, je pense que c'est pas mal drôle ça, la notion d'intersectionnalité. Hein? En tout cas, justement, on a demandé à Maya comment on fait pour dealer avec toutes ces facettes-là au quotidien. Quand on a plusieurs identités, c'est normal qu'on a une manière de trouver comment ils se font ensemble. Puis, il y a plusieurs manières qui se font ensemble. On les appelle les configurations identitaires. On peut décider que les identités sont juste tellement différentes qu'on fait un choix entre les deux. Souvent, c'est parce qu'on est forcé à faire un choix entre les deux. On peut garder nos identités multiples, mais les garder dans les compartiments. Donc, on appelle ça comme la compartimentation. Quand on est dans un certain contexte, une identité pourrait être activée, mais on essaie vraiment de supprimer l'autre. Donc, si je suis personne qui est comme queer, puis je suis dans un contexte qui est straight, je vais peut-être activer mon identité culturelle, canadien, n'importe comme nos identités, mais je vais aussi comme essayer de pas montrer ou pas partager cette partie de moi-même avec les autres personnes. C'est à cause du fait qu'on vive la marginalisation, la discrimination, l'oppression sociale. On a tendance à dire, si c'est pas acceptable, je serai comme en danger si je montre cette partie de moi. Puis c'est réaliste parce que il y a des crimes de haine, il y a des manières d'être exclus, il y a des personnes qui sont abandonnées de leur famille. Et donc là, il faut comme se protéger. Ils sont pour l'endoctrinement de vos enfants parce qu'eux, ils peuvent pas faire d'enfants, ils feront pas d'enfants, ce qui n'est pas de mauvaise chose dans leur cas. Polluer le cerveau de nos petits-enfants avec les drag queens. Non, non et non. Un jour, après s'être fait demander pour la 1000e fois « Mais qu'es-tu au juste? » et après s'être vu refuser l'accès à la table pour la 10000e fois, Fourchon soupira. Et il se dit, c'est sûrement plus facile de n'être qu'une seule chose. Alors, il se résolut à choisir. La compartimentation puis le rejet de certaines parties de son identité, ça peut être vraiment difficile à vivre. Avoir à renoncer à une partie de soi dans certains contextes, c'est déchirant puis c'est pas juste. Puis ça empêche le sentiment d'acceptation puis de compréhension de la communauté dont on a besoin parce que, manifestement, notre communauté est pas capable de nous laisser être nous-mêmes. Parfois, tu croises des visages qui t'en rappellent d'autres que tu as aimés et perdus. Ta grand-mère dans sa sœur, un ami d'enfance égaré dans le serveur qui s'occupe de ta table. Tu écoutes un peu distraitement, tu parles comme pour retenir ces visages et avoir l'occasion de t'y perdre. À un moment donné, la conversation se termine, on te tend l'addition. Tu devrais partir, mais une envie de rester te retient. Tu arranges une relance, tu poses une question ou commandes un dessert. Tu t'accordes le droit de rester près de ce qui t'apaise. Si le contexte est favorable puis que notre milieu est accueillant, c'est aussi vraiment possible de vivre d'une manière positive le fait d'avoir une multitude d'identités. Parce qu'il y a tellement rien de mauvais là-dedans. En fait, c'est vraiment une richesse si on peut juste avoir l'espace pour le vivre. Il y a une autre configuration qui s'appelle intégration. Donc, quand on a comme l'intégration de nos identités, ça veut dire qu'on a plusieurs identités, mais qui sont connectées entre eux. Donc, on voit qu'il y a les similarités, on voit que les différences entre les identités sont complémentaires. Donc, on se sent plus cohérent, on se sent plus comme complète comme personne. Et même si on est dans un contexte où une de nos identités est plus activée que l'autre, on se sent pas qu'il faut comme effacer l'autre identité ou cacher l'autre identité. Je pense encore à les identités queer
pour les personnes qui sont aussi comme des personnes racisées et le fait que l'identité queer avant la colonisation, c'était célébré. Il y avait tellement de différentes variations de queerness dans le genre, dans la sexualité, pour les personnes qu'on aime, etc. Des configurations relationnelles aussi, donc le polyamour. Donc tout ça, ça existait dans différents groupes culturels avant la colonisation. Puis avec la colonisation, il y avait tellement une force opprimante de effacer ces différentes pratiques, effacer ces différentes identités, que là, à travers les générations, les différents groupes culturels des différents pays ont internalisé ce message de être queer, c'est honteux, être comme non-binaire ou être trans, c'est affreux, faire comme polyamoureux, comme des connexions qui sont non monogames, c'est un péché. Donc tout ça, c'était intériorisé à travers la colonisation pour les générations. Et donc, de savoir la continuité culturelle intersectionnelle de queerness et de devenir d'une culture différente de celle de l'Occident, on peut dire. Là, ça nous permet de voir comme, hey, on a toujours existé, on était toujours partie de ça, on était célébré dans le passé, c'était avec la marginalisation qu'on est effacé et pas les valeurs culturelles en tant que telles. Donc, on peut réclamer notre espace dans nos propres cultures. Ça, c'est complètement fou pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on est tellement convaincus en Occident qu'on est les super-héros qui vont apprendre le féminisme au pays du Moyen-Orient. C'est quand même incroyable, sachant ça, d'entendre les politiciens répéter à tort et à travers que les immigrants, les immigrantes doivent apprendre en arrivant au Québec l'égalité puis le respect de tous les genres, puis de souligner de façon même pas si implicite que ça que les pays d'Asie puis d'Afrique sont patriarcaux puis misogynes. Ça me fait capoter l'hypocrisie puis la supériorité morale des États occidentaux par rapport aux notions de genre puis de sexualité. En tout cas, c'est dit. Mais Maya parlait de continuité culturelle un petit peu plus tôt, puis je pense que ça vaut la peine qu'on l'entende nous définir ce concept-là un petit peu plus clairement. La continuité culturelle, ça fait référence au fait qu'on a un récit de notre vie qui commence pas juste avec notre propre vie individuelle. Ça commence avec nos parents, nos grands-parents, tous nos ancêtres, puis les communautés duquel on provient. Donc, c'est de s'orienter vers comme qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens. Et il y a toute une histoire de chaque personne et de chaque communauté qui fait partie de comment nous sommes arrivés sur notre terre. Si on n'a pas une continuité culturelle, on est un peu pris avec une fait de se sentir comme désorienté dans notre propre vie. C'est à travers la colonisation et les mouvements d'assimilation qu'on crée une coupure entre notre propre expérience culturelle et celle de mes ancêtres. La culture, c'est dynamique, ça va changer. Comme tout change avec le temps. Mais il y a toujours comme des noyaux, des graines qui sont toujours comme présents. On peut voir que la graine, c'est devenu comme une plante, qui est devenue comme un arbre, qui a créé comme des grosses branches, qui a créé les fruits. Donc, il y a comme la continuité qui est comme les étapes entre chaque partie de notre vie puis chaque partie de notre histoire. Et on peut voir comme s'il y a une force comme l'assimilation, comme la colonisation, comme l'esclavage, comme le déplacement forcé. Ça coupe l'arbre. Donc, on n'a pas comme une manière de porter les fruits parce qu'on n'a pas les connexions à qui nous sommes. Puis on dit qu'on n'est pas bon, on n'est pas désirable. On intériorise comme les messages déprimants vers nous. Donc, c'est difficile de réclamer ça, mais c'est possible. OK, vous allez peut-être trouver que j'ai une obsession avec le premier ministre et ses multiples frasques, mais ce que dit Maya, ça me fait penser au Noël qu'on a vécu pendant les périodes de confinement. Le gouvernement du Québec était convaincu de l'importance de maintenir les traditions des fêtes de famille, des regroupements, des messes de minuit, puis il a tout essayé pour qu'on ait quand même un Noël le plus normal possible. Les membres du gouvernement comprenaient que le maintien des traditions culturelles, c'est positif pour les individus, puis c'est positif pour la société québécoise. Bonjour tout le monde. Le problème, c'est que pour notre premier ministre, la société québécoise, est blanche, puis elle est laïque d'ascendance catholique, puis les autres, ils doivent s'intégrer dans nos traditions à nous.
tout simplement. Oui, parce qu'ils font partie de la marge. Mais tu sais, la marge, c'est pas un lieu, c'est pas un objet, ça a pas d'existence concrète. C'est un statut qui a été construit parce que des gens ou des groupes qui ont plus de pouvoir que d'autres ont décidé que eux étaient la norme, puis que les autres, donc, étaient moins importants, nuisibles ou même dangereux. Quelque chose qui me choque bien gros. Ben justement, Barbada nous parle de son expérience personnelle de cette ô combien abstraite mais bien réelle marge. Dès que j'étais né, en fait, j'étais dans la marge. Tu sais, un enfant noir d'une mère blanche, né à Beauport, en banlieue de Québec. Je veux dire, j'avais même pas crié mon premier cri de bébé que j'étais déjà dans la marge. J'étais dans une école primaire minuscule en 5e année. Là, on était 12 dans toute l'école. Je suis arrivé au secondaire 1 an plus jeune que tout le monde. J'étais dans la marge à ce moment-là. J'aimais des activités que les gars de mon âge, ben, ils étaient pas de mon âge, forcément, ils étaient plus vieux, mais aimaient pas faire. Je m'étais inscrit au cours de tricot. Bref, je me dis, ben, Colin, j'imagine que ça a presque toujours été ça, mais pour moi, c'est tellement naturel. C'est tellement... Je le vois même pas, je le constate pas, tu sais. Alors encore moins le fait d'être noir, par exemple. Moi, ça a pris jusqu'au cégep avant de réaliser que quelqu'un me fasse réaliser que j'étais noir. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a dit, je suis tellement content d'être dans un cégep multiculturel, puis avoir des gens de toutes les cultures comme toi, puis il m'a pointé moi, mais j'ai fait, comment ça, moi? Je suis né à Beauport, en banlieue de Québec, je me sens pas dans cette culture, je me sens pas différent. Mais pourtant, dans la tête de cette personne-là, je l'étais à cause de ma couleur de peau, évidemment. Et là, c'est là que j'ai fait, ben oui, c'est vrai. Peut-être que pour cette personne-là, je suis dans cette catégorie-là. Je peux pas changer ma couleur de peau. Je vais accepter que pour certaines personnes, je suis dans la marge à cause de ma couleur de peau. Mais je me sens pas dans cette marge-là. Je le sens pas, tu sais. Avec certaines personnes, tu te disloques parce qu'avec elles, le lieu d'où tu parles apparaît si reculé que pour devenir intelligible, il te faut le quitter. Entre vous, il y a une différence qui cache peut-être la décision d'une distance. Tu te dédoubles, tu dis des phrases que tu ne penses pas, mais ceux qui t'accuseraient de manquer de sincérité auraient tort, car entre mentir et ne pas pouvoir dire, il y a un écart. Ce qui t'importe reste en toi. Tu ne tends rien de proche, non par avarice mais par douleur. Parce qu'offrir ce qui t'anime à quelqu'un qui le laisse choir te déchire et insister te gêne alors que tu parles à côté. Tu te rabats sur ce qu'on dit. Tu déplaces ce que tu entends d'une conversation à l'autre, de la même façon que tu déplaces les objets des magasins aux maisons lorsque tu cherches un cadeau à donner et que, découragé de poursuivre une évidence qui n'apparaît pas, tu achètes un truc qui t'indiffère. Tu participes à l'encombrement général, tu en as un peu honte, mais tu ne pourrais faire autrement. Dans la société, quand on dit aux gens qu'on peut pas appartenir à plusieurs identités, on les dit, OK, tu devrais comme choisir entre les deux. Donc, ça force la personne à faire des choix entre les parties qui sont également significatifs pour chacun, de faire preuve de leur loyauté, de leur appartenance à chaque fois. Donc, ça les remettre dans une pression sociale énorme au lieu de accepter le fait que la complexité humaine, c'est naturel, c'est normal. On a tous des différents rôles, on a tous des différents groupes sociaux et que c'est de la richesse au lieu d'une menace. Il pensa d'abord qu'il fallait changer de tête. Il se coiffa d'un chapeau melon pour se donner un air de cuillère. Mais les fourchettes le jugeaient trop rond. Il se fabriqua alors une couronne de papier pointu pour avoir une tête de fourchette. Mais les cuillères le jugèrent trop pointu. Code switching, c'est un terme qu'on utilise pour indiquer que les personnes changent leur comportement dépendamment du contexte. C'était nommé pour les personnes noires qui devraient être dans un milieu de travail super blanc et donc ils devraient comme se comporter différemment, s'habiller différemment. On appelle ça respectability politics. Puis quand ils sont chez eux,
finalement, on peut comme juste être soi-même, être noir, comme être dans sa culture. Le fait de frame switch, ça c'est le côté identitaire. Donc le fait de basculer entre les cadres identitaires, c'est quelque chose de normal. C'est un processus identitaire des personnes qui sont biculturelles ou qui ont plusieurs identités sociales, où une identité est plus activée, donc on a tendance à s'adapter notre comportement aussi. Et ça, c'est adaptatif, c'est flexible, c'est de montrer comme, OK, il y a comme une flexibilité dans mes identités et la manière que j'exprime. Puis ça, tout le monde le fait. On peut être le clown de service dans un groupe d'amis, puis l'employé le plus sérieux du monde au bureau, sans qu'on soit en train de se mentir à nous-mêmes, là. C'est pas parce que moi puis Alex, on peut passer 2 heures à chercher le lien ténu entre 2 réflexions philosophico-théoriques sur l'amitié que je vais faire la même affaire dans mes jasettes entre 2 tunes avec mes chums de karaoké. Tout le monde frame switch. On met de l'avant certaines facettes de nous-mêmes dans certains contextes qu'on trouve plus opportuns. C'est une capacité d'adaptation, tout simplement. Le problème, c'est quand on doit absolument frame switcher consciemment pour se protéger des répercussions négatives. Dans le contexte de marginalisation, on fait le code switching pour survivre, pour être perçu comme le plus proche à le mainstream, comme être plus désirable, parce qu'il y a des pouvoirs qui déterminent ce qui est désirable et ce qui est non désirable. Donc, pour être accepté, pour avoir accès aussi aux espaces du travail et des espaces d'écoute des autres personnes, il faut aussi comme adapter ou changer notre comportement pour être perçu comme acceptable. Mais les autres personnes, quand on voit qu'il y a une personne qui est en train d'être flexible dans son expression du soi, les perçoit comme s'ils sont moins authentiques et peut-être aussi comme moins loyaux à son propre groupe. Ça, c'est le fameux « je te reconnais pas quand t'es avec ces amis-là ». Ben, évidemment, quand on peut pas exprimer certaines parties de nous dans nos relations avec certaines personnes, c'est bien normal qu'elles soient surprises, puis elles ont l'impression que ça sort de nulle part quand ils nous voient les exprimer clairement avec d'autres. Puis aussi, si être authentique, c'est dangereux pour le lien relationnel, par exemple dans le cas des personnes queer dans des familles puritaines ou même, j'oserais dire, de personnes croyantes dans les milieux féministes, supposément radicaux, des fois, ben, il y a aucune chance qu'on donne accès à notre entière personnalité à ces cercles-là. Puis tout ça, ça nous amène à un autre concept, celui de la double marginalisation que nous explique à l'instant Maya. Le double marginalisation, c'est le fait que quand on appartient à plusieurs groupes qui sont stigmatisés, qui sont marginalisés, on vit encore plus de marginalisation. Donc le fait d'être, par exemple, queer et racisé, le fait d'être d'une classe plus bas économiquement, et aussi queer. Mais aussi le fait qu'on peut vivre la marginalisation à l'intérieur de chacun de nos groupes. Donc, on est queer, mais on est racisé. Donc, dans nos communautés queer, on peut vivre le racisme. Quand on est dans notre communauté culturelle, on peut vivre aussi le queerphobia. Donc, on se trouve avec moins de ressources et avec moins de personnes avec qui on se sent en sécurité. Ça réduit comme notre capacité à connecter avec les autres en sécurité. Puis c'est tough parce que les dynamiques d'oppression s'immiscent aussi dans la sphère intime. Puis Maya Yampolsky est tellement big shot comme chercheuse qu'elle a créé un concept qui s'appelle le racisme intime, qui parle de ça. C'est le racisme qu'on vive par nos proches, donc nos amis, nos familles, nos amoureuses. Et il n'y avait pas de recherche avant pour reconnaître le fait que ça pourrait se passer. C'était pour nommer le fait que ça entre dans notre intimité, dans la proximité. Ça entre dans nos liens qui sont proches avec les personnes qui nous aiment, que nous pensons on est comme en sécurité avec, mais en réalité, comme eux, ils ont aussi internalisé le racisme. Et donc, ça s'exprime dans le couple. Je l'ai vécu personnellement, comme dans les anciennes relations. Mes amis ont vécu ça dans leur famille, avec nos amis, avec nos amoureux. Donc, j'ai voulu comme mettre ça sur le conscience des gens, que c'est pas comme « Oh, on a juste comme le racisme, comme des crimes de haine dans l'extérieur. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je t'aime, donc on est correct. » C'est le fait que si je t'aime, il faut que je t'honore. Il faut que je mette l'effort pour déconstruire mon propre intériorisation de racisme, pour se remettre en question avec mes propres stéréotypes, pour se demander comme est-ce que je t'aime, mais j'ai des attentes qui sont injustes. Est-ce que je dis des choses qui sont juste une réplication de l'oppression, mais dans notre intimité? Les êtres humains sont pas passifs, sont des acteurs vraiment créatifs dans leur propre vie. Puis
il y a la capacité de s'imaginer une autre vie, une autre manière de faire. Donc, c'est de cette manière qu'on surmonte la marginalisation. Donc, on voit que les personnes qui vivent la marginalisation peuvent se retrouver avec des chosen families, donc les familles qui sont choisies. On trouve avec des autres personnes qui sont métisses, qui comprennent l'expérience de double marginalisation, de pas être compris dans la société. Donc, de trouver des autres personnes avec qui on peut se sentir en sécurité, qui font partie de nos communautés, mais aussi qui font partie des autres communautés qui sont marginalisées de différentes manières, mais on vit comme une expérience similaire. On peut s'unifier avec d'autres communautés en marginalisation pour améliorer des choses. Donc, reconnaître le fait que c'est une injustice qu'on vive et agir pour le contrer. Même si on se rejoint avec certaines personnes ou communautés par rapport à une partie spécifique de notre identité, ça veut pas dire pour autant qu'on incarne à tout prix l'entièreté de cette communauté-là. Ah ben c'est sûr que je fais partie de la communauté LGBTQ, que je sens qu'il y a une communauté autour de moi, je le sais, mais je réalise aussi que ma communauté LGBTQ, elle est pas parfaite non plus, là. On va se le dire, je suis désolé, mais le village, c'est pas le village LGBTQ, c'est le village LBTQ+, tu sais. Il y a peu d'offres pour autres que les hommes qui sont homosexuels. Alors, je pense que ça, c'est aussi des questionnements à faire. Ça veut pas dire que parce qu'on fait partie d'une communauté qu'on peut pas la remettre en question, peut-être pas la remettre complètement en question, mais certainement la questionner. Et il faut la re-questionner, notre communauté, notre village, tout ça. Moi, je pense que c'est sain de questionner pourquoi il y a 3 endroits qui vendent des harnais, des cock rings, des affaires pour les hommes, mais qu'il n'y en a aucun pour les femmes parmi tout ça. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas des bars de danseuses pour les lesbiennes, par exemple, mais on a 3 bars de danseurs nus? Faut questionner notre communauté puis dire, il y a peut-être des choses qu'on fait depuis longtemps que c'est peut-être pas la bonne chose, la bonne façon de le faire. Faut être plus inclusif, faut élargir nos horizons aussi puis se remettre en question. Ça veut pas dire de se dénaturer. Ça veut pas dire d'oublier le passé. Ça veut juste dire d'avancer, de s'adapter. Puis je pense que c'est important, ça, de le faire. C'est pas parce qu'on questionne une communauté qu'on renie son importance. En fait, c'est tout le contraire, je trouve. Si on questionne nos communautés, c'est qu'on y a des bases assez solides, puis qu'on croit à leurs valeurs, puis à la capacité d'évoluer des gens qui la constituent. Bon point. Merci. Quand on est en posture d'ouverture, puis qu'on considère d'égal à égal les gens qui nous entourent dans toute leur complexité, c'est justement, je trouve, une preuve de la solidité du lien que de pouvoir prendre le risque de se challenger entre nous. Puis je trouve que c'est sain de le faire. Avec certaines personnes, vous vous voyez pour ne rien faire, ou plutôt pour ne rien faire d'autre que parler. Ce qui se déplace, ce n'est pas vous dans la nature, mais les idées dans l'air. Avec ces personnes, les faits et les anecdotes ne bousculent pas les impressions. Tu sais que l'expression de tes difficultés ne sera pas convertie en défaillance. Tu sais que tu peux parler en lambeaux ou en fumée, que ça n'a pas à être total. Avec ces personnes, parler est un lieu sans image. Vous discutez comme on alimente un feu, à perte. Vous vous reconnaissez par vos façons de faire des liens, de sorte que même dans le désaccord, vous vous comprenez. Vous comprenez que si vous êtes disjoints, c'est que vous suivez vos trajectoires de pensée. Alors le désaccord apparaît comme une preuve de sérieux. Il montre que lorsque vous êtes d'accord, vous l'êtes sincèrement et pas pour plaire. Camille Redman-Prudhomme, Quand je ne dis rien, je pense encore, aux éditions Loi de Cravant. Quand vous êtes venu au monde, je me souviens que je m'étais déjà mis dans la tête, avec les chansons que maman me faisait écouter, que les enfants ne nous appartiennent pas non plus. T'sais? Puis qu'on est là juste de passage, puis que mon rôle, c'est de devenir inutile. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour voler de vos propres ailes, puis faire vos affaires. J'aime quand on se rassemble, mais tu sais, j'ai pas ce besoin-là. À quoi est-ce que j'appartiens? À qui est-ce que j'appartiens? Moi, j'appartiens à l'univers, puis je suis de passage, puis je fais de mon best. C'est vraiment ça. Ouais. Ah ouais. Tu vois, ça. C'est ta mère a dit la même affaire. Pas vrai? Je te jure. Sérieux? Ouais. C'est bien drôle. Elle dit les mêmes mots que toi. Elle dit, moi, j'appartiens à la vie qui passe. Elle dit la même affaire. Ouais.
Je vois pas à qui j'appartiendrais d'autre. Quand on parle de l'attachement, comme la théorie de l'attachement, on sait déjà peut-être par les théories qui passent à travers comme les relations entre le parent et l'enfant. Donc, quand on est une bébé, puis nous avons des parents qui s'occupent de nous, qui répondent à nos besoins, qui sont là pour nous, n'importe quoi, on développe un attachement envers nos parents qu'on appelle un attachement sécure. Donc, ça commence avec chez nous, mais ça perpétue avec nos autres relations tout à travers notre vie. Donc, le fait qu'on a un attachement sécure avec notre propre communauté culturelle, puis on a notre communauté qui est disponible pour nous, ça nous permet d'explorer notre monde autour de nous. Donc, si on est comme, disons, de mon côté, je suis indienne et juif, et j'habite à Montréal, qui a comme la côté comme anglophone et francophone, canadien majoritaire, québécois majoritaire. Et donc là, si j'ai mes propres communautés culturelles, j'ai des pairs avec qui je peux partager les expériences, avec qui je peux me tourner si jamais j'ai de la misère à me trouver dans la culture majoritaire. Si on est coupé de nos pairs, de nos propres communautés culturelles, là, on est désorienté. On n'a pas des points de repère. Avoir des pairs qui peuvent te comprendre puis te soutenir par leur connaissance de ta réalité, c'est essentiel pour être en mesure de naviguer le monde dans tout ce qu'il y a d'inconnu puis de parfois difficile. Il faut se sentir assez sécure, assez soutenu pour pouvoir se lancer dans la découverte, explorer, essayer des nouvelles affaires. Puis c'est essentiel pour découvrir nos propres forces et faiblesses. Dans mes premiers échanges avec Sébastien, j'ai été surpris de l'entendre dire qu'il ressentait pas vraiment ça, lui, le besoin d'appartenir à quoi que ce soit. J'ai été encore plus surprise quand ma mère puis ma grand-mère m'ont dit exactement la même chose. Mais au fil des discussions, j'ai compris que tous les trois, en fait, ils savaient qui ils étaient. Puis ils cherchaient pas leur place, ils l'incarnaient, tout simplement. Si, au départ, pour moi, la recherche de l'appartenance, ça me semblait pratiquement synonyme de découverte de soi, je me demande maintenant si c'est pas simplement une recherche de fondation assez solide pour se construire une individualité propre. S'il me fallait pas tout simplement aller consolider les différentes facettes de mon identité pour pouvoir me comprendre moi-même puis me créer un sens de moi qui était cohérent. Je suis enseignant de musique au primaire aussi. Tu sais, on oublie souvent que les 3 grands principes du programme d'éducation, là, c'est d'éduquer, donc d'apprendre, de faire apprendre des connaissances, de qualifier, donc et en bout de ligne d'avoir un diplôme qui te permet de faire un travail, une qualification quelconque. Mais c'est aussi de socialiser. Tu sais, quand on dit socialiser, ça veut dire d'apprendre à vivre en société. C'est ça. De comprendre que tu n'es pas tout seul, t'es pas chez toi avec tes parents ou, par exemple, t'es le centre de l'attention parce que t'es enfant unique. J'aime ça comme exemple. Là, ici, il y a d'autres personnes qui ont des vécus différents, apprendre à ta place dans la société, des personnes qui ont un âge différent, qui vont peut-être t'amener des choses que tu connais pas. C'est ça, socialiser. Et les cours d'art, j'espère, en fait, ça me met tellement, là, il faut que ça serve à ça, aussi à socialiser, à apprendre aux jeunes à vivre en société, à s'ouvrir aux différences qu'ils vont rencontrer dans leur vie, parce que Dieu sait que les jeunes, encore plus que nous, vont être confrontés à ces différences-là, culturelles, ethniques, religieuses, mon Dieu, sexuelles, peu importe, ils vont en avoir de la différence, ils vont être confrontés. Alors, il faut se servir de l'art pour les habituer à ça, puis à être ouverts, puis à savoir comment réagir quand ils vont être confrontés à cette différence-là. Quand on m'a proposé de joindre les 2 carrières, en faisant justement des heures du compte auprès des jeunes et tout ça, j'ai dit oui. Ça s'est fait un peu naturellement. Ça apporte de la couleur, ça apporte de la paillette, ça apporte une personne qui est théâtrale, qui va te lire les contes de façon super théâtrale, super imagée, qui va se changer de costume en un instant comme ça pendant l'heure du conte, qui va... Puis à nouveau, je suis pas en train de dire que c'est pas juste les drags qui peuvent faire ça, là. Je veux dire, plein de gens peuvent faire ça aussi, mais définitivement, ça ajoute tout cet aspect-là coloré, le fun, ludique et théâtral. Je pense que je finirai jamais de vanter l'utilité de l'art, puis spécifiquement de la fiction, pour nous faire allumer sur des petites parties de nous qu'on n'a pas eu la chance d'explorer dans notre propre contexte social et familial, mais aussi pour nous sensibiliser aux réalités des autres. Mm-hmm. Parce que trouver sa place, faut que ça se fasse en respectant celle des autres. Puis c'est drôlement plus facile de prendre en compte les réalités dont on connaît minimalement l'existence.
Puis, c'est encore plus important, si on est pile dans le moule, de s'ouvrir un peu à d'autres options. Des gens qui, je vais pas tomber dans les stéréotypes, mais tu sais, ils sont blancs, cisgenres, hétérosexuels, tu sais, ils sont peut-être pas dans la marge, alors ce questionnement-là se fait peut-être pas naturellement, ou ils ont pas à le faire, ils ont pas à passer à travers. Alors que quand t'as passé des années à te questionner, ben à un moment donné, quand tu tombes sur ton X, là, Moses que t'es solide, là. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, c'est vrai. Surtout pour les gens qui sont dans la marge. Mais mon Dieu, que c'est... Quand tu le sais que t'es sur ton X, là, il n'y a pas grand-chose qui peut t'atteindre après, là. Justement, Fourchon, c'est exactement ça que... Tu sais, une vie à se questionner puis à dire, ben, je suis pas dans un groupe, je suis pas dans l'autre, est-ce que tu as raison? Mais la journée, le moment, peut-être pas la journée, mais le moment où il trouve son X, là, quand je lis cette phrase-là, connu enfin le plaisir de connaître sa place à table, là, puis là, je suis comme, j'ai toujours un petit moton quand je lis cet extrait-là. J'ai toujours un petit moton parce que je sais ce que c'est d'avoir ce feeling-là, de se sentir sur son X. Enfin. Ça vient me chercher beaucoup parce que ce moment-là est tellement ouf dans une vie là, de personnes qui vit dans la marge quand tu le sais que tu es à la bonne place puis que tu as découvert l'affaire ou les affaires qui te font triper tellement que tu dis là, je suis à la bonne place. Là, c'est tellement libérateur. Là. C'est de juste vivre le plaisir et de vivre, comme disons, comme le ballroom scene, c'est BIPOC, queer, danse, le mode, comme l'esthétique, de s'affirmer, de parler, de juste comme vivre le party ensemble. Donc, il y a beaucoup de souffrances qu'on vit avec la marginalisation, mais c'est aussi le fait, c'est pas comme si on peut jamais vivre le bonheur, c'est que on réclame notre bonheur, puis on se dit comme on est excellent comme tel, on est assez, puis on est bien, on est comblé. Quand Maya a dit ça pendant notre entrevue, j'ai dit que ça serait sûrement notre conclusion. Ce à quoi elle a répondu. Cool! On est fans. Dans cet épisode-ci, on est parti de nous-mêmes, puis de nos questionnements individuels, puis de notre réflexion par rapport à nos identités respectives. On peut juste s'apercevoir que ces questions-là sont immenses finalement, puis sont bien plus grandes que nous, infiniment vastes, puis très intimes. Laurie, ta mère parlait d'univers, puis je trouve que ça fait qu'on se sent à la fois petite, mais aussi au cœur d'un écosystème où on existe seulement en relation avec les autres. Genre les autres bébites, puis la mousse, puis les champignons. OK, je m'avance en des concepts de biologie que je connais pas, mais tu comprends-tu? Oui, c'est très clair, pareil. Je comprends tellement, je trouve ça tellement vaste, aussi tellement trop gros pour justement qu'on puisse taper toutes les trails puis que plus personne ait besoin de se chercher. Mais je me dis qu'on peut quand même tranquillement infuser nos sociétés d'assez de malléabilité pour que quand une personne fait mer et monde pour trouver qui elle est, ben, elle puisse l'incarner le plus pleinement possible au sein de la société puis de tous les réseaux qui la composent. Qu'une fois solide dans nos connaissances de nous-mêmes, ben, cette solidité-là puisse nous suivre pour qu'on puisse y revenir avec la confiance du retour au confort d'un réel chez soi, aussi quétaine que cela soit. La revoilà, l'enfant perdu. Je ne suis plus une voix au bout du fil. Je suis là pour qu'on s'aime mieux, pour qu'on m'apprenne tout entière, telle que je suis réellement. Ils sont tous là, je suis là. Je pense à cette petite enfant qui voulait tant savoir ce qu'il y avait au bout de l'horizon. Je lui dis qu'au bout, il y en a toujours un autre, ça ne finit jamais. Et c'est très bien ainsi. La famille danse. Je reste à la table de pique-nique, un crayon à la main. Une fois, une fille d'un village bordé par le fleuve a décidé de vivre enfin pour elle-même. La fille d'elle-même, Gabrielle Bouliane-Tremblay, aux éditions Marchand de Feuilles. Je viens de passer le rang 4 Sinaï, mais ça comme si j'étais jamais venu ici de ma vie. Je vois des champs blancs encadrant de l'asphalte noir. C'est bien à droite après le rond-point, je pourrais pas dire
Comment j'ai fait mon chemin, je vois des traces de skidoo sur les trottoirs. Comment on sait qu'on est revenu? Comment on sait qu'on est revenu? Ramenez-moi, ramenez-moi chez moi. Si j'ai passé tout droit, sais-tu vraiment déjà la rue de Quin? Me sens téléporté de tellement loin. Je vois des chiens lousses courir sans pénitence. نيلو مستك اتشمهد هنيت نجوا بدن تشيخوان داغوت موك نجناني بون ندابو دوتي نوت كن دابو دن واشكوت نددان دي هيبو كن دي élodit. Je crois à la résistance, à la force des racines et des peuples, à la tension entre la terre et le ciel qui fait tomber la foudre. Je crois à la longévité des troupeaux, à l'amitié, à la danse des flocons de neige, au début des tempêtes. J'appartiens aux rivières qui remontent et qui descendent le territoire. J'appartiens à la terre qui m'accueille, à celle qui me choisit. J'appartiens au vent et à la lumière. Et quand je rentrerai chez moi, j'irai boire à la source de mon souffle. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la 4e saison de Tout ou Pantoute. Si vous avez aimé cet épisode et la saison, partagez-les avec vos proches et votre communauté. Ou vos communautés. Ça nous aide énormément. Merci à Natacha Canapé-Fontaine pour les poèmes originaux que vous avez pu entendre. Merci à Sébastien Potvin et Maya Yampolsky pour avoir partagé leurs réflexions intimes et théoriques avec nous. Vous avez entendu des textes de Fanny Delafrène, de Camille Riedman-Prudhomme et de Gabrielle Bouliane-Tremblay, lus par Émilie Duchesne, ainsi que la musique de Belle Grand-Fille. Merci à nos familles biologiques et choisies pour leur apport direct ou indirect à nos propres réflexions et leur compréhension quand le podcast prenait toute la place dans nos esprits. Éternellement merci à vous de nous avoir suivis toute la saison, encore une fois, dans tous nos délires de nouvelles expérimentations techniques et de formats et dans nos réflexions. C'est plus que jamais le temps de nous écrire sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, ou par courriel au toutoupantoutte@gmail.com pour nous faire part de vos commentaires ou juste pour jaser de vos réflexions, questions qu'on continue de réfléchir nous aussi d'ici la prochaine saison. On vous invite aussi, si vous le faites pas déjà tout le temps, à écouter jusqu'à la fin de notre petite section de remerciements parce qu'elle met de l'avant le travail fait dans l'ombre par une équipe exceptionnelle sans qui on aurait pété aux frettes il y a 6 mois. Et elles ont littéralement rendu le projet possible, aussi quétaine que cette phrase-là puisse sonner. Vraiment, vraiment. Alors, pour une dernière fois de la saison, Tout ou Pantoute est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandra Turgeon, avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation, Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage, Sylvaine Arnaud à la conception sonore avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Ève-Laurence Hébert et Wina Forget. Promotion et gestion des médias sociaux par Mélissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey Laperrière et graphisme par Marin Blanc. Merci à vous toutes. La 4e saison de Tout ou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.